Bonjour à tous, je viens de passer 3 semaines en compagnie du Xperia XZ3 et du coup, j'ai suffisamment de recul pour vous dire ce que j'en pense et pour pointer du doigt toutes ses qualités, mais aussi ses quelques défauts. Le test ira bien évidemment un peu plus loin que ma prise en main et après être revenu sur le design et l'ergonomie de l'appareil, nous nous focaliserons ainsi sur son écran, son processeur, son autonomie avant de parler de ses capacités en matière de photo et de vidéo et puis ensuite nous finirons bien évidemment par toutes les fonctions en lien avec sa surcouche. Et on ouvre directement le bal avec le design et l'ergonomie du XZ3. À première vue, le Xperia XZ3 n'a rien d'innovant, comme environ 90% des flagships du marché. L'appareil est doté d'une coque composée de deux plaques en verre avec un arceau en métal entre les deux pour les maintenir collés l'une à l'autre. L'écran n'est pas borderless et la dalle est ainsi encadrée par deux bandeaux. L'ensemble rappelle assez le Galaxy Note 9 et il faut d'ailleurs souligner que Sony est l'un des rares constructeurs à ne pas avoir cédé aux sirènes de l'encoche, ce qui ne manquera évidemment pas de ravir tous les détracteurs de cette dernière. En ce qui me concerne en tout cas, ces bandeaux ne m'ont pas dérangé, d'autant qu'ils sont bien exploités par la marque. C'est en effet à cet endroit que cette dernière a placé les deux haut-parleurs du téléphone, des haut-parleurs de très bonne qualité par ailleurs. Alors c'est vrai, l'ergonomie semble assez traditionnelle au premier abord. Les boutons physiques sont tous regroupés sur le côté droit, comme à chaque fois avec les Xperia. Les deux touches du volume sont en haut, le bouton de mise sous tension est au milieu et le déclencheur bien sûr est tout en bas. Et là, le bilan est un peu mitigé. Pour moi, le bouton de mise sous tension est en effet un peu trop bas, et on aura donc souvent tendance à appuyer sur la touche volume moins en tentant de le trouver du bout des doigts. À la base, j'avais aussi un peu peur que ces fameux boutons soient pris en défaut lorsque le téléphone est placé dans la nacelle d'un stabilisateur. Mais en fin de compte, ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, si vous mettez votre Xperia XZ3 dans la nacelle d'un DJI Osmo Mobile 2 par exemple, eh bien le bouton de mise sous tension et le déclencheur se retrouveront sous la pince. En revanche, j'ai l'impression que Sony a travaillé sur la course des boutons de telle façon à ce que ce ne soit pas trop gênant. Et le fait est que lorsqu'on place le téléphone dans la nacelle d'un stabilisateur, eh bien cette nacelle n'écrase pas les boutons et ne provoque donc pas de déclenchement inopiné. Le lecteur d'empreinte n'a pas été oublié et il est placé à l'arrière du terminal. Il n'est donc pas intégré à la dalle et il faut avouer que c'est un peu dommage. Maintenant, pour moi, le vrai problème vient surtout de son emplacement. La pièce est placée beaucoup trop bas sur la coque. Et du coup, lorsque vous chercherez à vous identifier, votre index finira le plus souvent sur l'optique du module photo. Et ça, vraiment, c'est gênant. Alors c'est vrai, c'est peut-être un coup à prendre, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas réussi à m'habituer en 3 semaines de test, et ce alors même que j'ai l'habitude de changer assez fréquemment de téléphone. Le Xperia XZ3 a une autre particularité intéressante. Sony a placé des capteurs au niveau de ses tranches et il suffirait ainsi de tapoter 2 fois dessus pour faire apparaître une grille contenant plusieurs raccourcis ramenés sur le côté de la tranche concernée. Grâce à ce système, il sera donc possible de garder ses applications préférées sous le pouce et c'est vraiment une bonne chose sur un téléphone de ce gabarit. En revanche, un temps d'adaptation sera nécessaire avant de s'habituer à cette fonction. Lorsque cette dernière est activée, il sera d'ailleurs possible de revenir à l'écran précédent en caressant la tranche du téléphone. Maintenant, ce geste ne m'a pas semblé très pratique. À l'arrière, Sony a placé un module photo comportant un seul capteur et une seule optique. Et ce n'est pas un problème, on le verra plus loin, mais ce module fait très bien son travail et il a en plus la bonne idée de s'accompagner d'un capteur colorimétrique et d'un autofocus laser. Parmi les autres bonnes idées se trouve la trappe d'accès aux cartes. Contrairement à 99% des téléphones du marché, vous n'aurez pas besoin d'une épingle pour l'ouvrir. Il suffira ainsi de la tirer en plaçant votre ongle dans l'encoche.
Ce n'est qu'un détail, c'est vrai, mais le système est vraiment ingénieux et moi j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir le faire comme ça du bout de l'ongle. Plus globalement, la prise en main est très bonne. Sony a opté pour des plaques arrondies à l'avant et à l'arrière et le téléphone est du coup très agréable en main. Attention en revanche, car il est aussi assez imposant. Si vous cherchez un téléphone maniable pouvant être manipulé d'une seule main, alors ce n'est sans doute pas l'appareil qu'il vous faut. Maintenant, si votre truc ce sont les contenus multimédia, alors la belle diagonale de son écran ne vous laissera pas indifférent. Maintenant que les présentations sont faites, le moment est venu de nous pencher sur la fiche technique de l'appareil et donc d'examiner avec le plus grand soin son écran, son processeur et son autonomie. Sony, vous le savez sans doute, compte pas mal de cordes à son arc. La firme est en effet très présente sur le marché de l'hi-fi et notamment sur celui des téléviseurs. Le XZ3 hérite ainsi de plusieurs technologies propres à la marque. Techniquement parlant, le terminal embarque un écran OLED de 6 pouces. Un écran qui est capable d'afficher une résolution en 2880 par 1440. On est donc sur du QHD+. Et attention car ce n'est pas fini. Derrière, la dalle est également compatible HDR et elle bénéficie du Triluminos et du X-Reality. Alors si vous ne connaissez pas ces termes, sachez que le Triluminos a principalement pour but d'étendre la gamme colorimétrique des écrans de Sony et donc d'afficher davantage de couleurs et plus précisément davantage de nuances de couleurs. Le X-Reality lui se focalise davantage sur les contrastes afin de produire des images très typées avec des sujets qui ressortent bien de leur contexte. Ces technos ne sont pas nouvelles, les téléviseurs de Sony les embarquent depuis un moment maintenant et on les retrouve également sur les Xperia depuis quelques générations. Du coup, il était assez logique de les retrouver également sur le XZ3. Dans la vie de tous les jours, cet écran est vraiment très convaincant. En réalité, il est même excellent. Le contraste est marqué, la colorimétrie est un véritable régal pour les yeux, et en plus on a la possibilité de basculer entre différents profils suivant nos goûts. Mais c'est évidemment sur le multimédia que le Xperia XZ3 tire son épingle du jeu. Là, c'est un véritable sans faute, et regarder un film ou une série sur un tel écran est une véritable partie de plaisir. On se prend même une claque dès le premier visionnage. Alors c'est vrai, Sony a toujours été très bon sur les écrans, mais là, on est vraiment un cran au-dessus. Et pour être passé directement du XZ1 au XZ3, je peux vous assurer que ces deux appareils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Pas de grosse surprise au niveau du processeur, Sony est parti sur un Snapdragon 845 et la puce est associée à environ 4 Go de mémoire vive. Alors ce n'est pas énorme et encore moins pour un téléphone qui est proposé au prix de 800 € tarif constructeur. J'aurais vraiment aimé que la firme aille un peu plus loin de ce côté-là, ne serait-ce que pour anticiper l'avenir et devancer les prérequis des futurs gros titres du marché. Maintenant dans les faits, il tourne plutôt bien ce petit Xperia XZ3. Je n'ai pas noté de latence particulière, même en jonglant entre les applications et en faisant très souvent appel au multitâche. Antutu l'a d'ailleurs gratifié d'un score de 284 000 points environ, ce qui le place dans la tranche haute. Rien à dire non plus sur la partie gaming. Je n'ai pas eu le temps de tester beaucoup de titres, mais des jeux comme PUBG Mobile tourneront sans problème sur le terminal avec les détails au maximum. Le contraire aura de toute façon été assez étonnant compte tenu de la puissance de calcul du Snapdragon 845. Le XZ3 embarque également une batterie qui offre une capacité de 3330 mAh. Toutes les technos habituelles comme le stamina, le chargement sans fil ou encore la recharge adaptive Knovo répondent à l'appel. J'avais très peur d'être déçu par l'autonomie du téléphone en raison de sa toute petite batterie, mais on ne peut pas dire qu'il m'ait fait mentir. Pour une utilisation mixte à base de mails, de web et de réseaux sociaux, le tout accompagné de quelques vidéos sur YouTube ou Netflix, le téléphone aura parfois du mal à tenir une journée complète. L'activation du mode stamina bien sûr permettra d'améliorer un peu la situation sans pour autant rendre le terminal beaucoup plus autonome. C'est vraiment dommage, d'autant que le XZ3 n'est pas le téléphone le plus fin du marché. Je pense sincèrement que Sony aurait eu assez de place pour mettre une plus grosse batterie. Si vous me suivez depuis un moment, alors vous savez que je me suis fait un devoir de tester les performances des modems des téléphones. Parce que bon, la rapidité c'est pas uniquement lié aux grosses puces. Si vous avez un modem poussif derrière et que vous consommez beaucoup de médias en ligne, là clairement ça vous fera très mal au cœur.
Donc du coup, eh bien, je teste ces performances-là en m'appuyant sur une solution qui s'appelle NPerf. Le Xperia XZ3 a bien entendu eu droit à ce traitement de faveur et il a obtenu une moyenne de 18 mégabits par seconde en download et de 1,30 mégabits par seconde en upload avec une latence de 14 millisecondes. Le score en vidéo est de 94% environ contre 82% pour la navigation et donc un score total de 76 800 points. Sony, vous le savez, dispose d'un immense savoir-faire en matière de photos et de vidéos. Grâce à ces hybrides, le constructeur a réussi à pénétrer le marché et même à s'imposer face aux deux constructeurs historiques, à savoir Canon et Nikon. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les Xperia ont pourtant accusé un certain retard sur ce terrain-là, un retard qui était notamment causé par un traitement logiciel perfectible. Et bien sûr, il me tardait de tester le Xperia XZ3 sur ce terrain. Le Xperia XZ3 est équipé d'un capteur unique, un capteur doté d'une définition de 19 millions de pixels. Sans surprise, Sony a opté pour un Exmor RS doté d'une taille de 1 sur 2,3 pouces. L'optique n'est pas très lumineuse par contre. Là en revanche, le constructeur a opté pour une J-Lens ouvrant à 2, avec une focale située autour des 25 mm. L'offre ne s'arrête pas là cependant, car ce capteur est également couplé à un moteur de traitement Bionz et à un autofocus hybride intuitif. Le tout avec un obturateur capable de réduire le phénomène de distorsion. En prime, on trouve aussi un système de triple détection d'image et un zeste de steady shot. De ce côté d'ailleurs, on verra que la stabilisation se fait sur 5 axes et que ça marche vraiment très bien. En pleine journée, avec une lumière correcte, le XZ3 est capable de réaliser de véritables prouesses. L'autofocus tombe juste à chaque fois, y compris avec des sujets en mouvement. La dynamique, pour sa part, est assez folle, notamment sur les ombres, et on a aussi un très beau piqué derrière. Alors ce piqué, il est dû au traitement logiciel bien sûr, mais également à l'ouverture de l'optique. Je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais en photo, plus vous allez ouvrir votre objectif et plus vous allez faire rentrer de la lumière. Alors ça c'est bien quand vous shootez dans des conditions lumineuses difficiles, mais en contrepartie, et sauf si vous avez une optique avec une construction tout à fait exceptionnelle, eh bien vous allez aussi perdre un peu en détail. Sur un visage par exemple, si vous shootez en ouvrant à 1.4 ou même carrément 1.2 et que vous faites la mise au point sur les yeux, alors les yeux seront nets, le contour des yeux sera aussi un peu net et puis après ça partira vers du flou. Donc lorsque vous faites du portrait et que vous voulez vraiment faire ressortir votre sujet, le mieux c'est pas forcément d'ouvrir au maximum, mais justement d'essayer de trouver le juste milieu entre la lumière dans laquelle vous baignez et puis votre sujet. Donc généralement, si vous voulez faire un beau portrait avec un visage bien net, il vaudra mieux ouvrir, on va dire, à 2.8 ou à 3.5. Sony, lui, applique la même stratégie et c'est pour ça que sur l'Xperia, on trouve des optiques qui ne sont pas excessivement lumineuses comme chez la concurrence. En partant sur une ouverture à 2, Sony s'en est fait assurer de pouvoir continuer à shooter dans des conditions lumineuses difficiles sans pour autant perdre en détail. Alors après, c'est vrai que Sony a aussi été souvent très critiqué pour son traitement logiciel. Maintenant, on sent quand même sur ce téléphone que le constructeur a fait de gros efforts. Et c'est notamment vrai pour les photos en basse luminosité, du moins en partie. Lorsque vous prenez une photo après avoir fait la mise au point sur votre sujet, le téléphone va appliquer un traitement sur ce dernier afin de réduire autant que possible l'apparition d'artefacts, tout en faisant ressortir ses contours. Le sujet photographié sera donc bien net avec un bon niveau de détail. En revanche, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce traitement, il n'est pas appliqué sur tous les éléments de la scène. Et ça veut dire que les objets qui se trouveront dans le fond, par exemple, auront tendance à baver un peu. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera parfaitement possible de corriger ce problème en basculant en manuel et en réduisant à la main la sensibilité. Vos images seront peut-être un peu sous-exposées, mais vos fonds seront aussi nets que le sujet photographié. D'ailleurs, il faut savoir que les différences entre les modes auto et les modes manuels ne sont pas uniquement l'apanage des smartphones. En réalité, si vous avez même un très bon réflexe et que vous shootez en automatique, vous aurez des images convenables, ça fait aucun doute, mais il manquera quelque chose. Et c'est pour ça que généralement, quand vous voulez faire de belles photos, vous n'avez pas le choix et vous devez forcément basculer en manuel. Parce que là, vous aurez la main sur tout et vous pourrez donc corriger les éventuelles erreurs qui auraient pu être commises par le boîtier.
Alors si Sony est très bon en photo, le constructeur se débrouille aussi plutôt bien sur le terrain de la vidéo, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien si les boîtiers hybrides de la marque rencontrent un vif succès auprès des vidéastes. Et justement, le Xperia XZ3 hérite du savoir-faire de la marque Nippon en la matière. Tout ce qui s'applique pour la photo marche aussi pour la vidéo. Le terminal sera donc en mesure de réaliser des plans très piqués avec une belle colorimétrie et une dynamique impressionnante pour un si petit capteur. Mais la vraie claque se situe du côté de la stabilisation. Là, franchement, Sony a fait fort. Et mon XZ3 m'a presque donné l'impression d'être monté sur un gimbal. Alors bien sûr, si vous recherchez un rendu cinématographique parfait, vous ne pourrez pas échapper au stabilisateur, mais le système intégré au téléphone peut quand même dépanner sur des shoots non préparés. En revanche, ce qui manque vraiment, c'est un profil colorimétrique flat. Et là vraiment je comprends pas. Alors je comprends pas parce qu'à l'heure actuelle, LG est le seul à le proposer, alors que la marque n'a pas de division vidéo professionnelle. Sony, lui, est très présent sur le secteur. On a de grosses caméras qui sont signées de la marque, de gros boîtiers hybrides qui marchent de plus en plus auprès des vidéastes et même des cinéastes. Mais on n'a pas ce fameux profil de couleur. Voilà, on n'a pas ça sur le XZ3, et ce alors même que Sony a développé un profil flat. On a le S-Log, le S-Log 2 et le S-Log 3 qui a été nouvellement présenté et qui pourraient parfaitement être adaptés à ce format smartphone. Là pour moi c'est presque inexcusable compte tenu de l'expérience et du savoir-faire de Sony en la matière. Autre déception, l'application mobile développée par la firme. Elle est tout sauf pratique. Les modes ne sont pas suffisamment bien dissociés et le constructeur a fait le choix vraiment très curieux de fusionner le mode photo et le mode vidéo. Alors j'imagine que l'idée était de rendre chacun de ces deux modes le plus accessible possible, mais du coup on n'a pas de mode manuel pour la vidéo et ça manque vraiment. Alors puisqu'on en parle, il faut d'ailleurs noter qu'on trouve beaucoup de modes différents. On a des modes qui sont adaptés aux selfies, d'autres à la réalité augmentée. On a aussi des effets créatifs et on peut même produire des photos avec du son. Et puis bien sûr on a le mode bokeh. Et ce mode bokeh, mes amis, il est vraiment ridicule. Là on peut dire que Sony s'est royalement planté. Et ce fameux mode bokeh aura le plus grand mal à détecter le contour des objets photographiés. Du coup, on se retrouvera avec des photos à moitié baveuses et complètement inexploitables. Et c'est pareil pour le mode super ralenti. Alors c'est vrai, Sony donne le choix entre le 720p et le 1080p, mais il faudra se trouver dans un environnement très éclairé pour obtenir de bons résultats. Si vous shootez en intérieur par exemple, alors vous vous retrouverez avec une image très bruitée, et ce même si vous collez une softbox à côté pour tenter de remonter le niveau. Alors le son n'est pas parfait, c'est vrai, mais je trouve quand même qu'il se trouve sur la tronche haute. On a des haut-parleurs qui sont capables de restituer un son bien équilibré avec des aigus qui ne sont pas criards et des basses qui n'étouffent pas notre musique. Et la prise casque, eh bien, elle est absente, donc de toute façon, là, clairement, il faudra vous en passer. Maintenant, avec de bons écouteurs sans fil, ou de bons casques sans fil, on peut quand même se faire plaisir.
Un smartphone ne se limite pas à son design ou à la qualité de ses composants. Le volet logiciel doit également être pris en compte lorsqu'on envisage de changer de smartphone. Et justement, le moment est venu de nous intéresser à la surcouche du Xperia XZ3. Sony a toujours eu à cœur de livrer ses appareils avec la dernière version de la plateforme de Google et le XZ3 ne déroge pas à la règle. Il tourne en effet sous Android 9.0 Pie et il ne sera donc pas nécessaire d'attendre avant de profiter de toutes les nouveautés apportées à la plateforme. L'interface ne change pas vraiment par rapport au précédent modèle. On retrouve l'organisation par écran d'accueil et le drawer n'est pas passé à la trappe. Sony propose aussi pas mal d'options de personnalisation intéressantes. Il sera notamment possible de modifier le nombre de colonnes et de lignes composant la grille ou même de changer l'animation entre les écrans d'accueil. En revanche, et c'est vraiment dommage, Sony ne propose pas de système de navigation gestuelle. Il faudra donc obligatoirement s'appuyer sur la barre de navigation tactile et sur les actions associées au capteur présent sur les tranches du téléphone. Alors c'est vrai, c'est dommage, maintenant il faut rappeler qu'Android propose de nombreuses options de personnalisation. Il suffit même d'installer des launchers pour modifier complètement l'expérience utilisateur. Donc l'un dans l'autre, même si l'interface ne vous plaît pas, même si l'ergonomie vous laisse sur votre faim, vous pourrez toujours corriger le tir, ce qui ne sera pas possible, par exemple, avec un iPhone. Les fonctions habituelles répondent présentes, comme le partage d'écran, accessible depuis le multitâche. Il suffira en effet de tirer la tuile d'une application vers le haut pour l'ouvrir à côté d'une autre application. L'appui prolongé sur les icônes aura quant à lui pour effet de faire apparaître un menu contextuel regroupant plusieurs options utiles. Grâce à ce système, il sera par exemple possible de lancer le mode de capture manuel de l'application photo sans avoir besoin d'aller le chercher depuis l'outil. Le Picture in Picture n'a pas non plus été oublié. Et si vous êtes en train de regarder une vidéo sur Netflix et que vous retournez sur l'écran d'accueil, votre série apparaîtra dans un petit rectangle flottant et vous pourrez donc continuer de la regarder en relevant vos mails ou bien en utilisant une autre application. L'Always on Display n'a pas été oublié. Lorsque votre téléphone sera en veille, vous verrez ainsi apparaître l'heure, la date, mais aussi les dernières notifications reçues. La recherche est très facilement accessible. Il suffira en effet de tirer l'écran vers le bas à partir du milieu pour la faire apparaître. Une fonction assez courante, c'est vrai, mais qui fait tout de même cruellement défaut sur certains appareils, comme les Pixel 3. Dans l'ensemble, le terminal tourne plutôt bien. Alors j'étais assez surpris de voir que beaucoup de mes confrères rapportaient des problèmes de lag ou de freeze. Moi j'ai pas eu le souci. Alors maintenant c'est vrai que là j'ai installé le dernier patch qui est sorti il y a plus ou moins de ça 2 semaines. Il est possible que ça ait corrigé le tir, mais en ce qui me concerne vraiment je n'ai rien noté de tel sur mon exemplaire de près. Le téléphone est resté réactif, agile en toutes circonstances, même sur des opérations qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul. Le moment du bilan est arrivé et je pense que le mieux pour commencer sera de pointer du doigt les quelques défauts du téléphone. Premier défaut, l'emplacement du lecteur d'empreintes. Alors je sais que certains d'entre vous se sont habitués à ce positionnement un peu bizarre, mais en ce qui me concerne vraiment, j'ai insisté, j'ai essayé, j'ai fait énormément d'efforts et je n'ai pas réussi à m'habituer. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mon index se retrouve sous l'optique. Et le pire, c'est que je n'ai pas forcément de grandes mains, ni de grands doigts. Donc je me dis que pour des gens qui ont d'immenses paluches, ça risque d'être assez compliqué de s'identifier en utilisant le lecteur d'empreintes digitales tel qu'il est placé sur le XZ3. Après, j'ai aussi été un peu déçu par l'interface de certaines applications, et je pense notamment à cette application photo qui n'est plus actuelle. Voilà, je pense que c'est ça le terme qui convient. Cette application n'est plus actuelle. Aujourd'hui, vous avez énormément d'interfaces qui sont bien mieux pensées. Vous avez l'application de Google, par exemple, qui est un régal à utiliser. Celle de Honor Huawei est d'une complexité, d'une complétude même, j'ai envie de dire, qui est tout à fait hallucinante. Et quand vous avez l'application photo Sony à côté, bah forcément, ça fait un peu tâche. Là, je crois vraiment qu'il faudrait que Sony se remette un petit peu en question et essaye de renouveler, de remettre au goût du jour ces applications. Troisième défaut, l'absence de profil flat. Clairement, ça, Sony, c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas produire des bijoux technologiques comme les A7 et derrière oublier d'intégrer un profil colorimétrique flat.
sur les Xperia XZ3. Je veux dire, non, c'est pas possible. Les vidéastes aiment vos produits, mais il faut aussi que vous soyez capable de devancer leurs besoins. C'est pas parce que vous allez mettre un profil type S-Log sur un téléphone que les pros, les vidéastes pros vont déserter vos boîtiers et vos grosses caméras. Ça, c'est faux. Donc faites un effort là-dessus parce que vraiment, c'est terrible de voir qu'un constructeur comme LG, qui n'a aucune expérience en la matière, arrive à proposer un profil de ce type sur ses téléphones et que Sony, lui, ne le fasse pas. Non, pour moi ça c'est vraiment pas cool. Maintenant, en dehors de tous ces défauts, je dois vous avouer que ce Xperia XZ3 m'a fortement impressionné. Alors je sais, j'ai toujours eu beaucoup de passion pour les produits Sony. Je suis pas un fanboy non plus, mais voilà, je trouve que Sony a été, pendant un moment, a été très très critiqué. Il y a eu un Sony bashing qui s'est mis en place chez les médias, sur YouTube. C'était la mode de se moquer du design des Xperia et ça a causé beaucoup de tort à la division mobile. Malgré tout, Sony a continué et Sony a même eu le courage de tourner la page, de faire table rase du passé et d'élaborer une nouvelle identité visuelle. Alors c'est vrai, on n'est pas sur un design borderless comme chez Oppo, OnePlus ou même Vivo, mais voilà, le Xperia XZ3 est tout de même un très beau produit et c'est pas parce que vous avez deux bandeaux au-dessus et en dessous de la dalle que le téléphone est moche. Non, ça c'est faux et ce serait idiot de le penser. Alors après, il y a l'écran. Et l'écran, c'est clairement une grosse claque. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures dalles OLED du marché. Alors voilà, Sony a mis le temps avant de passer sur l'OLED. On est resté pendant très longtemps sur de l'IPS. Et puis tout d'un coup, paf, Sony s'est dit, mince, nos fans veulent de l'OLED, on va leur filer de l'OLED. En plus, on vient de lancer un téléviseur OLED. Donc allez, allons-y, gaiement, on y va à fond. Et ça marche, clairement ça marche. Voilà, je pense que si vous aimez les multimédia, si vous consommez beaucoup de vidéos dans les transports en commun par exemple, là vous aurez vraiment de quoi faire. Et croyez-moi, j'ai été très impressionné par cet écran. Il m'a même mis une énorme claque. Après pour le processeur, rien à dire, on est sur un Snapdragon 845, on est sur une offre qui est plutôt traditionnelle. Cette puce, maintenant on la retrouve chez tous les flagships, il était donc logique de la voir aussi embarquée à bord du XZ3, et elle fonctionne bien. Alors j'aurais aimé quand même avoir 6 Go de RAM, je pense que quand on paye un téléphone entre 700 et 800 €, on est en droit de réclamer ce genre de choses, ce genre d'attention. Bon, Sony est resté sur du 4 Go, c'est un peu dommage. Mais ça n'empêche pas que le téléphone tourne quand même très bien. L'autonomie, alors je ne l'ai pas mis en défaut parce que malgré tout, on pourrait quand même tenir une journée avec ce téléphone, ce qui est déjà bien. Maintenant, j'aurais quand même aimé avoir une plus grosse batterie vu le gabarit du téléphone et vu son épaisseur. Côté photo et vidéo, alors je peux pas dire que le XZ3 se hisse au niveau des Pixel 3, du Huawei Mate 20 Pro que je viens de recevoir, ou même de l'iPhone XS, mais il s'en sort quand même très bien. Et j'ai même été d'ailleurs assez surpris par les résultats obtenus par ce téléphone, même en intérieur, où il s'en est sorti quand même assez bien. Au final, le XZ3 est un bon produit, un produit qui mérite parfaitement le titre de flagship. Et en ce qui me concerne, je suis vraiment très heureux de voir tout le chemin accompli par Sony. Malgré les haters du web, la marque n'a rien lâché, elle a continué. Et voilà, et c'est comme ça qu'on obtient un téléphone comme le XZ3. C'est à force de ne rien lâcher et en cherchant à se dépasser. Bref, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes encore en congé. Ou bien, bon courage si c'est la reprise. Et puis surtout, je vous souhaite de passer une excellente année. J'espère que 2019 vous apportera tout ce que vous recherchez, tout ce dont vous avez besoin, à vous, mais également à vos proches. Je sais qu'on ne vit pas une période facile, mais il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à s'accrocher. Parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, personne ne le fera pour vous. Voilà, à très vite, ciao et plein de bonnes choses. Bye.